Les rayonnements, qu'est-ce que j'en sais? En réalité, vous en savez probablement plus que vous ne croyez. En termes simples, les rayonnements sont une émission d'énergie. Plusieurs sortes de rayonnements nous sont familiers. Les signaux radio et télé, la chaleur, la lumière visible et les ultraviolets. Mais lorsque la plupart des gens entendent le mot rayonnement, ils pensent à autre chose, à des choses comme énergie nucléaire et radioactivité. Dans ce genre de rayonnement, l'énergie peut modifier les atomes en créant des atomes chargés électriquement, qu'on appelle des ions. Les rayonnements qui produisent des ions sont appelés rayonnements ionisants. Une aurore boréale, par exemple, est un effet visible de rayonnement ionisant qui agit sur les atomes situés très haut dans l'atmosphère. Toute forme de vie a évolué dans un environnement rempli de rayonnements. Mais contrairement à la chaleur et à la lumière, nos sens ne peuvent les percevoir, que ce soit par le toucher, la vue, l'ouïe, le goût ou l'odorat. Avant 1895, nous n'en connaissions même pas l'existence. Nous ne pouvons pas les voir, mais nous pouvons les détecter et les mesurer par d'autres moyens, comme le compteur Geiger, qui émet un signal sonore selon l'intensité de rayonnement. Nous pouvons mieux comprendre les forces en jeu dans les rayonnements ionisants si nous pénétrons dans le monde minuscule de l'atome. Les atomes sont si petits qu'un cheveu est 1 million de fois plus épais. Mais malgré leur taille minuscule, les atomes sont formés de composants encore plus petits qui ont des charges positives ou négatives, ou aucune charge. Au centre de ce simple atome d'hélium, nous voyons un noyau, constitué de 2 protons et de 2 neutrons. Autour de ce noyau gravitent 2 électrons. Dans cet atome de carbone plus lourd, le noyau contient 6 protons et 6 neutrons. Et 6 électrons gravitent autour du noyau. C'est cet équilibre de charge, de force égale, qui maintient les atomes ensemble. La représentation des atomes que l'on voit ici n'est qu'une simplification, car les dimensions et les distances réelles sont trop variées pour être reproduites sous forme graphique avec précision. Le nombre de protons dans le noyau détermine l'élément représenté par l'atome. Tout dans notre monde et dans l'univers qui l'entoure est fait d'atomes. Des atomes qui forment une série de plus de 90 éléments différents. Chaque élément est unique et comporte un nombre caractéristique de protons. Tous les atomes d'un élément donné ont le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons peut varier. De tels atomes s'appellent des isotopes. L'uranium, par exemple, a plusieurs isotopes. Certains atomes émettent de l'énergie en projetant des particules de leur noyau, sous forme de rayons alpha, bêta ou gamma. Les rayons alpha ne peuvent pénétrer les matières très facilement. Une simple feuille de papier, par exemple, peut les arrêter. Les rayons bêta pénètrent davantage. Mais eux aussi peuvent facilement être absorbés par un matériau plus épais, comme un livre. Les rayons gamma passent directement à travers la plupart des matières. Pour réduire leur intensité, nous devons utiliser des matières plus épaisses et plus denses, comme le béton ou le plomb. Les atomes qui émettent des rayonnements ionisants s'appellent des isotopes radioactifs ou radioisotopes. Les radioisotopes sont des atomes instables. Ils émettent des rayonnements jusqu'à ce qu'ils deviennent finalement stables, c'est-à-dire non radioactifs. Il s'agit du phénomène de la désintégration radioactive. L'expression période radioactive désigne le temps qu'il faut à un atome pour se désintégrer. Pour certains isotopes, cela se produit rapidement, alors que pour d'autres, le processus est très long.
nous recevons de faibles doses de rayonnement de l'uranium et des autres éléments qui se trouvent partout sur la planète, dans les roches et le sol. En cours de désintégration, certains de ces éléments produisent un autre élément radioactif sous la forme d'un gaz, appelé radon. Nous pouvons absorber les produits de filiation du radon tout simplement en respirant. Nous sommes également exposés au rayonnement cosmique de notre propre Soleil, des étoiles et des galaxies. Nos corps contiennent tous de très petites quantités de radioisotopes naturels. Nous absorbons ces substances par les aliments que nous mangeons et buvons, et dans l'air que nous respirons. La somme de tous ces rayonnements naturels s'appelle le rayonnement ambiant, qui représente environ 80% de la dose totale de rayonnement qu'un Canadien reçoit en moyenne durant sa vie. Les autres 20% proviennent de sources artificielles. Mais quelles sont ces sources artificielles de rayonnement? La production de rayonnement par des moyens artificiels a commencé en 1895, lorsqu'un homme de science allemand découvrit les rayons X. Peu de temps après, de nombreux éléments radioactifs ont été identifiés. Des scientifiques ont élaboré des théories pour expliquer la structure des atomes et les forces en jeu à l'intérieur de ceux-ci. En mettant ces théories en pratique, ils ont découvert des moyens de maîtriser et d'exploiter ces forces en utilisant des appareils tels que des réacteurs. En 1942, la mise en service du premier réacteur nucléaire a été un événement déterminant. Seulement 5 ans plus tard, des scientifiques canadiens procédaient au démarrage de l'un des premiers réacteurs au Canada, à Chalk River, en Ontario. La fission nucléaire, processus de fractionnement d'un atome, devenait une réalité. Ce processus engendre d'énormes quantités d'énergie, sous forme de chaleur et de rayonnement ionisant. En disposant de moyens pour produire des rayonnements artificiellement, les scientifiques ont hérité d'une responsabilité. La responsabilité de réglementer son utilisation et de comprendre ses effets. Les pionniers dans le domaine savaient peu de choses sur les dangers qu'ils couraient. Mais ils ont bientôt constaté que les rayonnements ionisants pouvaient avoir des effets nocifs sur les organismes vivants. La recherche a alors été consacrée à la découverte de solutions et de moyens pour protéger les gens. L'évolution de ces études a donné naissance à de nouvelles sciences, comme la radioprotection. Les spécialistes en radioprotection se penchent principalement sur la protection des êtres humains contre les rayonnements. Pour réaliser cette tâche, nous avions besoin d'une méthode de mesure. En utilisant l'unité de dose appelée millisievert, on peut mesurer les effets biologiques de l'énergie absorbée des rayonnements. En l'espace d'un an, un Canadien reçoit en moyenne un peu plus de 2 millisieverts de rayonnement provenant de toutes les sources naturelles. La dose naturelle peut varier d'une personne à l'autre, selon l'altitude et la situation géographique. À haute altitude, les personnes sont exposées à un peu plus de rayonnement cosmique. Comme l'atmosphère y est plus mince, plus de rayonnement la traverse. De même, dans certaines régions de notre planète, la roche et le sol contiennent plus d'éléments radioactifs qu'ailleurs. Les personnes vivant dans ces régions reçoivent donc une dose plus élevée de rayonnement dit terrestre. Quels sont les effets réels des rayonnements? Lorsque les rayonnements ionisants pénètrent les tissus vivants, les atomes chargés électriquement, ou ions, peuvent modifier la structure chimique des cellules vivantes. L'absorption d'une quantité suffisante de rayonnement peut transformer ou détruire les cellules. Les tissus humains ont une grande aptitude à se régénérer. Mais dans certains cas, ces transformations cellulaires peuvent devenir cancéreuses. Elles peuvent aussi causer des anomalies génétiques ou des effets cutanés visibles. Ceci nous amène à nous poser une question. Quelle quantité de rayonnement comporte de graves dangers? L'exposition à une quantité mortelle constituerait une situation plus qu'improbable.
Même une exposition à des niveaux modérés ne se produit qu'en de très rares circonstances. Lorsque nous nous penchons sur de faibles niveaux d'exposition au rayonnement, il est plus difficile d'en prévoir les effets. Dans toute population, on sait que certaines personnes auront le cancer ou transmettront des anomalies génétiques. Il s'agit d'un processus normal, inévitable. L'exposition aux rayons du soleil, à la pollution de l'air, aux produits chimiques toxiques, le tabagisme, les virus et ainsi de suite, peut augmenter le nombre de cas. Mais puisque nous savons aussi que les rayonnements peuvent causer ces anomalies, nous devons, par mesure de précaution, présumer qu'ils comportent un certain risque, même à petite dose. Il est toutefois impossible d'affirmer avec certitude qu'une exposition à de faibles niveaux de rayonnement causera effectivement une maladie ou une anomalie. Les autres possibilités sont beaucoup trop nombreuses pour qu'on puisse mettre le doigt sur la cause exacte. Dans le cas d'une dose de rayonnement provenant d'une source artificielle, telle qu'une machine de rayons X, le risque est compensé par les avantages pour la santé. Si nous considérons une radiographie pulmonaire, la dose pour l'ensemble du corps est relativement faible, environ 7/100 de millisievert. Nous pouvons comparer cette quantité à une dose type émise par une source naturelle, comme à bord d'un avion. Parce que les avions volent habituellement à haute altitude, les passagers sont exposés à un peu plus de rayonnement cosmique que les personnes au sol. Par analogie, la radiographie pulmonaire équivaut approximativement à un vol aller-retour d'un océan à l'autre du Canada. C'est environ le double de la dose que vous recevriez d'une grande centrale nucléaire canadienne si vous viviez pendant un an aux abords de la centrale. S'il y a des risques, que fait-on pour nous protéger? Les sources naturelles de rayonnement ne présentent pas un risque appréciable pour les êtres humains ou pour l'environnement. Ces dernières années, le niveau de gaz de radon naturel dans les maisons a aussi suscité des inquiétudes. Bien que rien ne prouve que le radon domestique cause des problèmes de santé, nous pouvons le soumettre à des tests et réduire sa concentration si elle est supérieure à la normale. Les radiographies pour les soins médicaux et dentaires sont pour la plupart des Canadiens leur principal contact avec les rayonnements artificiels. Les personnes qui travaillent dans des zones de rayonnement comme les mines d'uranium, les réacteurs, les départements de médecine nucléaire ont recours à 3 principaux principes pour se protéger des sources de rayonnement. Un blindage, la durée et la distance. Les personnes qui travaillent avec ces sources ou à proximité sont protégées soit par des vêtements isolants, soit par des blindages de plomb, de béton et d'autres matières denses selon le cas. Si possible, elles doivent aussi réduire la durée de temps qu'elles passent à proximité des sources de rayonnement. Elles peuvent aussi réduire considérablement l'exposition en s'éloignant des sources de rayonnement. Les personnes qui travaillent dans ces zones portent habituellement des appareils appelés dosimètres. Ces appareils sont sensibles au rayonnement ionisant. Ils contrôlent et enregistrent les doses cumulées. Ce symbole universel signifie qu'une protection est nécessaire. Il apparaît partout où l'on risque d'être exposé au rayonnement. Dans les aires de travail, les installations de déchets et d'entreposage et sur les colis de véhicules contenant des matières radioactives. Si les rayonnements comportent certains risques, pourquoi les utilise-t-on alors? La réponse à cette question, comme toutes les choses qui peuvent être nuisibles dans notre société moderne, c'est que nous avons trouvé plusieurs applications favorables au rayonnement. On pourrait difficilement imaginer un cabinet de dentiste moderne ou un hôpital sans rayons X. La radiologie, science des rayons X et autres rayons pénétrants, permet aux médecins de voir à l'intérieur du corps humain.
Les rayons X et les radioisotopes servent à poser des diagnostics. Les rayonnements peuvent causer le cancer, mais ils peuvent aussi le guérir. Les rayonnements sont aussi utilisés pour stériliser dans l'industrie et en médecine et dans d'autres domaines. Bon nombre de pays dont l'économie dépend des exportations d'aliments utilisent les rayonnements pour éliminer les bactéries qui font avarier les aliments. On retrouve les radioisotopes dans certains produits de consommation comme les détecteurs de fumée et les panneaux d'urgence autolumineux. Pour assurer la sécurité dans les aéroports, on inspecte les bagages aux rayons X. Diverses industries utilisent aussi les rayonnements pour vérifier les soudures dans les canalisations et la construction navale. Les rayonnements constituent un outil précieux pour la recherche scientifique. Les radioisotopes jouent un rôle important en archéologie et en agriculture. Les réacteurs nucléaires, comme celui des laboratoires de Chalk River, ont pour but, entre autres, la recherche dans le monde complexe de la physique. Des réacteurs semblables et des accélérateurs de particules servent à créer des radioisotopes, utilisés en médecine et dans l'industrie. Le but premier des réacteurs nucléaires est de produire de l'électricité. D'énormes blindages et d'immenses enceintes de confinement comptent parmi les moyens de protection contre les rayonnements. Le public n'est-il pas exposé à des risques à cause des déchets nucléaires et de leur transport? Il s'agit là d'une préoccupation manifeste du public. Or, il existe des règles et règlements très stricts dans l'industrie nucléaire. Les risques de rayonnement que comporte le transport ne sont vraiment considérables que lorsqu'un réacteur est en cause. Les sous-produits des réacteurs et le combustible usé très radioactif sont transportés dans des contenants très solides, capables de résister à d'énormes impacts au cas où un accident se produirait pendant le transport. Quelques centaines de milliers de colis de matières radioactives sont transportés au Canada chaque année. Pour la production d'électricité, la médecine, la recherche et l'industrie. Tous les colis, petits ou grands, doivent être suffisamment blindés pour protéger les personnes qui les manipulent. Ils sont également conçus pour résister même s'ils sont soumis à rude épreuve. Par conséquent, les accidents causent rarement de fuite de rayonnement. Quant aux déchets, des sites d'entreposage construits sur place et inspectés régulièrement réduisent au minimum les effets sur l'environnement et protègent les gens. Les centrales nucléaires, par exemple, entreposent leurs déchets les plus radioactifs dans des installations artificielles comme des piscines d'eau et des silos scellés en béton massif. D'autres installations autorisées entreposent ou disposent des petites quantités engendrées par les secteurs industriels et médicaux. Mais comment peut-on être sûr de ce qui se passe dans notre milieu? Il existe un certain nombre d'organismes qui contrôlent et enregistrent ce qui se passe dans notre environnement. Leur fonction est de nous protéger et de protéger l'environnement contre les abus ou les risques associés au rayonnement produit par l'industrie nucléaire. Ces organismes réalisent des programmes de surveillance environnementale. Ces programmes mesurent les niveaux de radioactivité dans l'air, l'eau potable, les eaux de surface, le sol et la nourriture. Ces programmes détectent aussi les rayonnements susceptibles d'être produits par les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère ou les accidents nucléaires dans d'autres pays. La surveillance de l'environnement fournit d'importantes données sur la présence et les niveaux de radioactivité. En évaluant les tendances et en faisant des prévisions, nous sommes en mesure d'utiliser ces données pour prendre des décisions éclairées sur l'utilisation des rayonnements. Lorsque nous utilisons les rayonnements, nous le faisons avec le soin et le respect qui se doit. Et nous savons qu'utilisés avec discernement, nous n'avons rien à craindre.
Nous les utilisons depuis 1895 et chaque nouvelle découverte nous permet d'accroître nos connaissances.